Je m'appelle Madame Lemercier-Janet. Je suis née à Pont-de-l'Arche en 1929. Et à part 6 mois que j'ai vécu à Sauville-Sauvage, j'ai toujours été à Pont-de-l'Arche. Je me suis mariée à Pont-de-l'Arche. Mes enfants sont mariés, baptisés. C'est le berceau de notre famille, parce que mes parents, mes grands-parents et arrière-grands-parents étaient de Pont-de-l'Arche. Alors... qui est maréchal Foch depuis 30 ans. Et j'y ai vécu aussi dans mon enfance, puisque mes parents ont habité aussi quai Foch quand j'étais enfant. Alors je suis dans un quartier sympa, gentil, au bord de l'Eure, presque auprès du camping. Et c'est un quartier très agréable à vivre et plein de verdure. Il y a eu, après la guerre, il y a eu la piscine. Sans ça, de notre jeunesse à nous, il y avait une allée d'arbres qui suivait ça, comme sous les boulevards, si vous voulez. Et puis bon, les femmes, dans ce temps-là, avaient mis des cordes à linge et on séchait notre linge là sur les cordes, chacun notre tour, quand les fils étaient libres, quoi. Et de l'autre côté, où est le camping, c'était un terrain vague avec de l'herbe, évidemment, puis il y avait des trous de sable. Alors nous, étant gosses, tout le quartier, on jouait là-dedans, dans les trous de sable. J'ai pas tellement de connaissance de mon époque de voir des gens se baigner dans l'Eure. Il y avait dans la Seine, après l'usine électrique, il y avait un petit banc de sable et les jeunes, les garçons allaient plutôt se baigner là-bas, mais pas dans l'Eure. Bon, j'allais souvent à la pêche avec mon père, qui, quand il avait une journée, on allait pêcher. Et puis on y passait du temps, puis on revenait le soir, c'était l'épluchage, tout ça, alors on mangeait la friture. Il y avait des petits goujons, il y avait des carpes, mais il y avait beaucoup d'arêtes dans les carpes. Ça, c'était souvent des petits goujons, mon père il attrapait. Puis ça, on arrivait, tac, puis friture. C'était bon. Puis il y avait sûrement moins de pollution qu'actuellement. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient pêcher, quoi. C'était pas du tout pareil. Hein. La preuve, c'est que maintenant, je ne mangerai pas des poissons qui... Je sais pas, j'ai pas confiance. Pendant la guerre, mon père avait un jardin dans l'île. Il y avait des jardins. Et ils avaient fait des pommes de terre. Des pommes de terre. Alors mon père avait une barque, je prenais la barque, je traversais carrément, et j'allais rejoindre là-bas. Oui. 1 ou 2 fois la semaine, quoi. Ça dépendait la saison, quoi, c'est ça. Il y en a qui avaient dans l'autre île, par là, ou n'importe. D'où on était là, je ne connais pas ceux qui étaient à côté de gens là, mais on pouvait faire des légumes là-bas, dans l'île. On a vu descendre en barque jusqu'aux Dents, mais avec mes parents à ce moment-là, mon père. Descendre jusqu'au pont des Dents et tout ça, c'était une bonne promenade. C'est arrivé 2-3 fois quand on est allé comme ça en barque. Il y avait pas mal de barques sur l'Eure quand même, hein. Il y avait quand même pas mal... oui, parce qu'il y avait un bateau, le bateau qui est là, près, sur les Dents, là. Et le monsieur louait des barques. Alors donc, ceux qui voulaient, ils louaient une barque et puis on passait du temps là-dessus, quoi. C'était le dimanche. Il fallait pas grand-chose pour nous distraire. Lavoir, il était là-haut sur la côte. Les gens allaient rincer leur linge au lavoir. Et j'y ai descendu plusieurs fois avec ma grand-mère et une tante. Ils rinçaient comme ça à l'eau froide et ils tapaient tout le bazar. Ils remontaient avec la brouette, parce que mes grands-parents habitaient dans le haut, avec la brouette de linge et tout ça. L'eau, j'ai réfléchi depuis, l'eau était froide, il n'y a pas. Ça ne devait pas être marrant, ouais. Je sais, il y avait un gros robinet qui coulait. Est-ce que ça venait du château d'eau? Je ne sais pas. C'était public, hein. Ouais. J'ai mon arrière-grand-mère qui me racontait, elle est morte en 51 et elle avait 98 ans. Dans le temps, il faisait les lessives, les draps, tout ça, mais 2 ou 3 fois dans l'année.
à la cendre, je sais pas, et ils étendaient leurs draps sous le boulevard qui est de la place, là, vous savez, là-bas, il y a le boulevard qui mène au pont. Et ils faisaient sécher leur linge, ou alors ils le mettaient sur l'herbe, ou n'importe. C'est comme ça. Et ils faisaient 5-6 mois de draps, ou n'importe. Accordé. Bah, la guerre, mes parents habitaient un peu plus loin. 5-6 maisons, quoi. Et mon père était à la guerre. Quand ça a bombardé, qu'ils ont dit que les Allemands allaient arriver, on est monté chez mes grands-parents, rue Olivier-les-Bordeaux. On a passé la nuit dans la cave. Mon grand-père avait été réquisitionné parce que c'était un ancien boulanger. Il allait à l'Érif, il était réquisitionné, il faisait la route à pied pour aller à l'Érif faire le pain. Et il est arrivé le matin vers 6h, il a dit il faut qu'on parte, les Boches sont de l'autre côté. On a été jusqu'au Mans à pied. Oh, ouais, jusqu'au Mans à pied. Et j'avais ma petite sœur qui avait 3 ans. Et puis ma petite cousine aussi, qui était dans la poussette. On est parti, ma grand-mère, ma mère, la tante. On est parti sur les routes. Alors on a couché dans des fermes. On a dormi dans des machins à chevaux, vous savez, dans la rue, dans les champs aussi. Dans les champs. On a eu de la chance, on a eu du beau temps tout le temps, même trop chaud. Parce que le goudron collait aux semelles. Si bien qu'on partait le matin très tôt, de manière que l'après-midi, on s'arrête plus tôt aussi. C'était au mois de juin 40, oui c'est ça. À peu près 3 semaines peut-être. Ça dépendait des jours, comment qu'on pouvait rouler ou n'importe. On avait souvent les convois militaires qui nous donnaient des boîtes de cornets de bif à ce moment-là. On en a mangé pas mal. Et puis on faisait la queue pour le pain quand il y avait une distribution. Et on est arrivé toute la dernière matinée, il y a des avions qui nous ont survolés. Il nous est arrivé de nous coucher dans les fossés parce que on était mitraillés. Hein. Et on est arrivé au Mans, on avait été survolé toute la matinée avec les avions des Allemands. Il y avait la Croix-Noire et ma tante disait « Oh, c'est la défaite » parce qu'elle dit ils ont la Croix-Noire et on n'avait pas pensé que c'était les Allemands. Et on est arrivé vers midi, ils sont arrivés 1 heure après. Quand on les a vus débouler, on a été recueillis dans une gare de tramway. Alors il y avait plein de monde, paillasses, on a dormi là sur les paillasses sans arrêt. Et ma tante qui était avec moi, son mari, mon oncle, est resté à la guerre. Il est resté à la guerre. Il avait 28 ans. Il a été tué à Épernay. Et on est resté là-bas. Et puis les Allemands, bon, on a vu qu'ils nous ont pas fait de mal. Mais au début, j'aime mieux vous dire que quand on en voyait un, on rentrait, hein, on allait vite. Hein. Et puis, bah, on a repris la route sans averse après. Au moins 3 semaines quand même qu'on est resté là-bas, oui. Oui, parce que je vois encore les alignés de paillasses, là, tout ça qu'il y avait. Bah oui, on était du monde là-dedans. Et puis, on a fait un petit bout de route en camion, je crois. Et puis après, on a fini à pied. La dernière nuit, on a dormi à Goupillières, ça je m'en rappelle, parce que la dame nous a mis dans un grenier, on a dormi sur la planche. Et j'avais ma petite cousine qui disait « Oh maman, mon petit dos, mon petit dos ». Et quand le matin, on s'est levé, on a dit « Bon, bah, allez, on prend la route » et puis... On a fait tout. Quand on a aperçu le clocher, ah ben on avait des ailes. On avait des ailes. Notre maison, là, tous les carreaux étaient cassés. Ma mère avait un meuble qu'il y avait, puisqu'elle était couturière. Tout était sorti, tout était. Et on a retrouvé notre chien qui nous attendait là. On l'avait perdu en route. Il s'est perdu et il était là. On a retrouvé notre chien dans les décombres de la maison. Alors les voisins, qui étaient rentrés, lui donnaient à manger. Nous, étant gosses, quand on avait notre chien, et puis lui, le chien, pareil, hein, ouais, tout, alors, ma mère, après, a fait mettre des papiers goudronnés, tout ça,
Puis moi, je montais coucher chez mes grands-parents tous les jours parce que la chambre du devant, il n'y avait plus de carreaux, il n'y avait plus rien. Alors ma mère avait pris la chambre de derrière. Le pont avait été sauté, hein, il l'avait fait sauter. Hein. Et puis, c'était les vitres, tout ça, qui étaient cassées hein, dans la ville. Après, on a fait la queue pour avoir à manger parce qu'on avait les cartes, tout ça, il fallait attendre. Et puis des fois, on faisait la queue des heures, puis quand on arrivait à notre tour, il n'y avait plus rien. Puis les commerçants, à ce moment-là, n'étaient pas très aimables. C'était un petit peu les maîtres. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Repartez chez vous. Je faisais la queue, je me rappelle, au tabac, parce que on avait la carte de tabac de mon père et on lui envoyait dans un colis, il était prisonnier. Ah, alors, je faisais la queue. Ah ben pour manger, je faisais la queue, hein, parce que j'avais faim. J'avais faim. On mangeait beaucoup de rutabaga. J'étais jeune, mais quand ma mère allait faire ses journées de couture, ben je faisais de la soupe au rutabaga. Et puis à 4 heures, je mangeais un bol de soupe. Le rutabaga passait mieux que les topinambours. Ah oui, ça avait meilleur goût quand même. Hein, que le topinambour, on en mangeait parce que... Après, il y a eu des champs de pommes de terre et avec l'école, on allait ramasser les dorifères dans les champs de pommes de terre pour les cultivateurs. Alors on montait, il y en avait là sur la route de Tôtes et tout ça, c'était où il y a les maisons, c'était du terrain. On allait faire une après-midi de dorifères. Nous, les gosses, ça nous plaisait. Les dorifères, ils mangeaient les pommes de terre. Hein. Ils étaient sur les feuilles, mais c'était comme des coccinelles rouges ou n'importe. Hein. Puis en arrivant, la maîtresse faisait un feu dans un truc rond qu'elle avait, puis on brûlait les dorifères. Puis ça pullulait, hein. Je ne sais pas justement pourquoi qu'à cette époque-là, quelque chose dans l'air, sans doute quand même. Parce que la terre, elle était restée pareille. Peut-être les Boches qui nous envoyaient des dorifères. Ah oui, quand les hommes voyaient, oh, il y a des dorifères, alors ça y est. Ça s'attaquait, ça mangeait la feuille, alors donc la verdure, la sève, elle ne montait plus, les pommes de terre grossissaient pas. Et la passerelle, là j'ai connu les travaux. Tout ça, c'était plein de rondins de bois, hein, parce que les gars coupaient le bois en forme, et puis, je ne sais plus comment on disait, ils épuraient les écorces, tout ça, pour que le bois soit bien. Et puis, quand ils taillaient, il y avait des morceaux. Alors, des fois, on avait le droit de les ramasser pour nous faire du feu. Ça dépendait comment ils étaient de bonne humeur. Et quand on pouvait ramasser, on prenait, parce que il n'y avait que ma mère, mon grand-père était déjà âgé. J'ai connu mon arrière-grand-père une fois venir nous scier du bois pour homme. Et puis, ou alors on allait en forêt le samedi avec une voisine et son mari qui n'avaient pas été mobilisés. Il abattait les petits arbres, il chargeait les brouettes des femmes. Et puis quand on montait à Bonaire, là-bas ça faisait une côte, alors il montait une brouette, il la posait, il retournait chercher l'autre. C'était du temps des Allemands, oui. C'était du temps des Allemands. Oui, non, oui, c'est mort. Alors, ils étaient plusieurs hommes là à faire le rondin, et puis il y avait plein d'ouvriers qui tapaient, et puis tout ça, qui faisaient la passerelle en bois. C'était des ouvriers qui étaient embauchés, je ne sais pas par qui, mais elle était bien faite. Il y avait le passage en dessous pour le piéton, puis en dessus, les voitures. Ça a quand même dû mettre un bon moment de temps, parce que ça fait quand même une sacrée longueur. Hein. Sinon, on traversait en barque. On traversait en barque pour aller de l'autre côté. Si on voulait prendre le train pour aller à Rouen, il n'y avait pas de deux cars. Alors, il y avait des passeurs, quoi, on passait. Il y avait déjà les ouvriers qui, le soir, qui sortaient des usines. Alors, il y avait des bateaux, là, sur là au bord. Ils étaient plusieurs personnes qui traversaient les ouvriers, puis le matin, pareil, quoi, qui revenaient travailler. C'est vers 1945, quand les Américains sont arrivés, quoi, les Canadiens. Parce que c'est les Canadiens qui nous ont délivrés. Et
avec une copine qui est décédée il y a 2 ans. Un jour que ça a été bombardé, on a vu les bombes tomber hein, au bord, au ras du pied de la passerelle. Et les bombes, elles sont restées. Hein. Je l'ai dit plusieurs fois à plusieurs personnes, parce que si un jour ils draguent une porte, et alors des bombes d'une hauteur comme ça, à pied, ça a volé en éclats. Et comme j'habitais plus loin, il y avait une arrière-cuisine à l'arrière, il y avait une casserole. Sur le poêle, la casserole, elle sautait des déflagrations que ça a fait. Et là, oui, ils ont dû bombarder. Et même un soir, il y a eu un meurtre, petit vandale. L'autre frère a eu la jambe coupée. Du côté plus loin, qui donne auprès du pont, là, il y avait tout un quartier, là. Il a été rasé ce jour-là. Il y avait tout un quartier qui montait comme ça. En face, le docteur Attal, la maison qui est là-bas, c'était tout un quartier. Et aussi, qui est aussi la pédicure, tout ça, là aussi, ça a été rasé. Et c'est ce jour-là qu'il y a un petit jeune, je sais pas, il avait 7-8 ans, le gosse, il a été tué, et le frère a eu la jambe coupée. Il habitait Audan, le frère, Vandal. Il a travaillé avec nous à l'usine de chaussures après. Ah oui, on était bombardés plus de... Bah, à Élysée, il y a eu un gros bombardement. Hein. Il y a eu des meurtres sur Élysée aussi. Et puis la nuit, ça arrivait qu'on entendait les avions. Alors on descendait, là où est ma petite, la maison 1, 2, 3 plus loin, il y avait une cave, mais sous roche, parce que c'est avec les fondations de l'église, si vous voulez. Alors on se mettait à l'abri là-dessous. Alors, on a passé, pendant la libération, on a été enfermés là-dedans tout le temps. Et puis le voisin d'à côté avait troué, alors ça faisait deux caves, on était tous rassemblés là, parce que... Et un jour, les hommes avaient sorti pour voir un peu, et ils ont été visés, les Allemands étaient dans l'île. Les balles ont sifflé, alors on est rentré, on n'a pu bouger. Hein. Et quand ils allaient pour soit chercher quelque chose à manger ou n'importe, il y en a un qui faisait vite, quoi, pour gagner une autre maison. Hein. Mais c'était pas rigolo. On a vu toute la débarque, on a vu les Allemands partir en voiture amphibie. Ça, traverser la Seine. Il n'y avait pas le déversement à ce moment-là. Ils traversaient la Seine en voiture amphibie ou à cheval. Et on a vu des chevaux couler. Hein. Ah oui, traverser, ils jetaient à l'eau comme ça ou n'importe, pour se sauver, quoi. Parce que les Américains sont arrivés de par là, quoi. Et quand ils sont arrivés, moi puis ma copine, on essayait de se faire comprendre, mais elle nous a dit, mais on parle français. Alors ça allait mieux. Alors là, on a eu des tablettes de chocolat, on a eu les chewing-gums, les premiers chewing-gums, les hommes pour les cigarettes. Oh, ils donnaient des cigarettes aux hommes, alors les hommes, ils étaient contents. Et on montait sur la route de Tôte. Bon, c'était, vous savez, sans arrêt. Il y avait la queue, quoi, de leur voiture, hein, tout ça. Hein. Et là, sur Bonpeur, il y avait tout un tas de voitures allemandes qui avaient été mitraillées, qui étaient... Et il y avait une fois, on est monté au cimetière, et on dit mince, et il y avait des corps d'allongés comme ça, et ils les avaient mis une bâche dessus, quoi. Mais... c'était la guerre. C'est des tristes souvenirs, vous savez. C'est des choses, même si on est jeune, qu'on n'oublie pas. Hein. On n'oublie pas. Alors après, les Américains, bon, c'était mieux. C'était mieux. On avait du chocolat. On avait du chocolat. Puis ils savaient qu'on avait manqué pendant la guerre, alors ils nous en donnaient facilement. Ça, les chewing-gums. On n'avait jamais eu. C'était la nouveauté. On avait les chewing-gums. Hein. On innovait. On innovait. Après ça s'est continué gentiment, quoi. Ils ont continué leur bataille, parce qu'ils n'avaient pas fini hein, quand ils sont arrivés ici. Hein. Ils ont continué la bataille. Mais quand il y a eu la débâcle des Allemands, ça c'était... Je me rappelle, il y avait une voiture, il y avait un jeune gars qui était dedans, blessé, gravement. Il geignait. Et ceux qui étaient dans la voiture sont venus demander à ma mère de l'eau.
Elle venait de perdre son frère à la guerre. Hein. Mais elle a donné de l'eau quand même, parce que elle dit peut-être que d'un autre côté, hein, il faut être humain. Il faut être humain, il faut laisser... C'était un pauvre gars qui souffrait aussi, qui n'avait pas demandé non plus hein, à partir à la guerre. Hein. Alors, elle avait donné de l'eau, puis ils ont reparti, ils prenaient un pont peut-être sur le manoir, par là-bas, je ne sais pas. Parce qu'avec le gars, il ne pouvait pas passer la Seine et tout ça. Il n'aurait pas dû aller loin, le pauvre gars. Ça, c'est affreux. Hein. Parce qu'il y a même beaucoup de cimetières allemands. C'est que les soldats sont restés, ils n'ont pas été rapatriés, ni rien du tout. Hein. Que nous, notre oncle, il a été rapatrié. Ma mère et mes grands-parents et la veuve, ils ont été parce que il y avait un soldat mais gradé et puis le père était mort aussi là-bas et lui il avait eu l'autorisation de faire relever le corps et à ce moment-là ceux qui s'occupaient avaient dit mais pourquoi pas les corps qui sont là alors mais ils avaient reconnu le corps puis on nous l'a rendu je ne sais plus vers quel encore. Quand ils nous l'ont rendu, il y avait déjà... bah oui, la guerre devait être finie quand ils nous ont rendu le corps. Alors, bon, mais... En 14, ma grand-mère a perdu son frère. Mon grand-père a perdu son frère. En 40, ils ont perdu leur fils. À la guerre d'Algérie, nous avons perdu le fils... mon mari était un divorcé, il avait un fils et il était chez nous parce qu'il avait été enlevé à la maman. Il était chez nous, il est mort en Algérie. Alors, à chaque guerre, il en reste un. Hein. C'est pas évident. Le pont de Romanche, c'était sur des bateaux. Et quand il y avait des péniches qui voulaient passer, ils coupaient le pont. Ils avaient un système, ils coupaient le pont, les péniches passaient, et puis si vous étiez de l'autre côté, ben vous attendiez qu'ils remettent le pont en état de marche, quoi. Ben, je sais pas, peut-être deux fois dans la journée, peut-être, parce que les bateaux devaient s'arranger aussi pour passer ensemble, hein, un derrière les autres, parce qu'à chaque fois on entendait une espèce de hurlement, une sirène ou quelque chose qui annonçait qu'il coupait le pont, quoi. Alors, ils devaient s'arranger, peut-être qu'ils attendaient à plusieurs, et puis qu'après, parce que je me rappelle qu'à l'école, on entendait le truc, on disait, ah, tiens, le pont va être coupé. On entendait ça. C'était des passerelles en bois sur le côté, et puis je sais pas leur revêtement, comment c'était, quoi. Et puis le pont là, bah, je crois que, je sais pas, c'est vers 50 et quelques il a été fait. Je me rappelle de l'inauguration, tout ça, il y avait Mendès France qui était là. Puis j'habitais la Petite Marie, alors donc j'étais pas loin, j'avais vu la construction du pont. Ça a duré quand même un bon moment. Hein. Ça a quand même duré un bon moment. Hein. Puis ils ont fait les essais, et puis tout ça pour voir quand même. En attendant, on passait sur le pont, là, les péniches, tout ça. Ça tanguait un petit peu, mais bon. Parce qu'avant, c'était des bateaux avec une grande cheminée, les remorqueurs qu'on appelait ça. Et puis quand ils venaient pour passer sous le pont, la cheminée se couchait et les péniches étaient attachées derrière le remorqueur. Oui. Et ça faisait une grande fumée. Ça devait marcher au charbon, sans doute, ou quelque chose. Et ça klaxonnait pas, mais ça faisait un ouh. On disait, tiens, là, une péniche, ça monte. C'était les remorqueurs. Les remorqueurs, comme disaient les vieux ponts. Il y avait pas mal quand même de navigation. Bah, c'était peut-être le seul qui était le moins abîmé que les routes qui avaient été bombardées et tout ça. C'était peut-être plus facile d'aller par la voie fluviale qu'autrement. Hein. Puis il y avait peut-être encore la pénurie d'essence pour les camions. Alors là, ma foi,
C'était mieux. C'était plus long, mais c'était mieux. Ah, il y avait beaucoup de charbon. Il y avait beaucoup de charbon. On voyait des convois entiers de charbon, parce que ça, on le voyait. Là, après, d'autres étaient bâchés. On ne voyait pas, mais le charbon, ah oui, ça a navigué longtemps, le charbon. Moi, j'ai connu des inondations jusque sur le milieu de la route, en 40-41. Alors, les barques qui prenaient les ouvriers les prenaient de là, sur le milieu de la route, et ils allaient jusqu'à la gare. Ah, tout avait été inondé, mais c'est la plus forte inondation que j'ai connue. Parce que j'en ai connu une autre depuis que je suis là, mais ça a été, oui, sur le parking en bas, mais ça a pas le camping aussi a été inondé, mais ça n'a pas été sur la route, là. Ça a été... depuis, ça a été recreusé, vous savez, puis ils ont fait le chemin en bas, ils ont rehaussé, tout ça. Alors maintenant, bon, ça monte, on va peut-être voir arriver là, mais sans doute qu'avant la guerre, ça devait être plus souvent inondé, parce que c'était plat. C'était plat. Et puis comme le terrain était tout plat, le camping était rehaussé, là, que je vous dis qu'on y jouait, que c'était... il y avait même des étangs à linge, les gens... C'était, dans le fond, c'était la bonne vie. Personne ne faisait la guerre aux autres. Tout chacun peut s'installer. C'était plus pittoresque. En 40, le chemin là qu'il est à côté de chez moi, ce n'était qu'une glace. Je me rappelle, j'allais à l'école, puis à ce moment-là, on avait des sabots. On avait des sabots, et, bah oui, parce qu'on arrivait à l'école, on enlevait nos sabots. Et je me rappelle ma mère nous mettre des rondelles de caoutchouc pour protéger le bois, quoi. Les femmes, il fallait qu'elles débrouillent tout ça, là. Et là, on ne pouvait pas y descendre, c'était qu'une glace. Et il y avait des chandelles comme ça, au fil électrique et tout ça. Mais ça a été un hiver très, très dur en 40. Ça a charrié des glaçons, ça a charrié des plaques de glace, si vous voulez. Ouais. Et même, il y a eu un autre hiver dur, ça doit être 51, quelque chose comme ça. Ma première fille était née, et je me souviens qu'on avait du mal à se chauffer ou qu'on habitait là-bas. Et mon mari était à Sika, il avait ramené une grande bande de toile qu'on avait mis tout le long, comme c'était des vitres, pour empêcher que ce soit plus chaud peut-être. Il y avait moins d'air qui passait, c'est ça. C'est l'hiver que l'abbé Pierre a fait l'appel pour les pauvres gens qui étaient dehors et tout ça. C'est cet hiver-là que l'abbé Pierre a fait l'appel.